Un incendie d'une violence inouïe a éclaté à bord d'un avion de ligne, embrasant rapidement la cabine et plongeant tous les passagers dans une atmosphère de chaos. Tout a commencé par des femmes qui, au début, semblaient simplement discuter ou échanger des paroles, mais peu à peu, la situation a dégénéré, devenant incontrôlable. Même lorsque les lumières tamisées dans la cabine tentaient de calmer l'atmosphère, la tension ne faisait que grimper, atteignant un seuil critique. Les femmes, submergées par la peur ou la rage, ont commencé à crier, à pousser et à se débattre violemment, comme si elles étaient entraînées dans une lutte désespérée, au sein même de l'atmosphère confinée de l'appareil, en plein vol. La scène, filmée par un témoin ou un passager, a rapidement circulé sur Internet, devenant virale, et a suscité une vague d'indignation profonde dans l'opinion publique. Les commentaires ont fusé, dénonçant l'absence de contrôle ou de réaction adéquate, avec des phrases comme « pas de manœuvre, pas de honte » ou encore « une nation au bord du gouffre », illustrant la gravité de la situation et la perte de tout repère civilisé. L'atmosphère devenait de plus en plus tendue, fragile, au point de s'effondrer doucement comme une relation autrefois stable qui se désagrège sous la pression des événements. La scène ne se limitait pas à la violence ou à la panique. Un ton léger, presque insouciant, pouvait encore s'y faire entendre, mais il n'était qu'un masque fragile face au chaos imminent. Il faut dire que la cause de cette crise ne résidait pas dans une guerre ou une rébellion ouverte, mais plutôt dans une période de famine généralisée, où la détresse collective pousse à des comportements désespérés. Un jeune homme, par exemple, s'était recroquevillé en un tas de corps sous un pont abandonné, dans une ville en ruine, où les tours autrefois fières étaient désormais des vestiges de désolation. Autour de lui, des personnes âgées, qui n'avaient pas d'autre choix, continuaient à vivre dans cette misère, dans l'attente d'un avenir incertain. Depuis lors, une majorité de la population doit travailler dur, simplement pour assurer sa survie. La société semble s'effondrer lentement, laissant place à un désastre silencieux, mais implacable. Aujourd'hui, les rêves de richesse et de prospérité, qui autrefois brillaient dans certains quartiers, ont disparu, remplacés par une réalité sombre, la dette, le sans-abrisme et une confiance en déclin constant. La première conséquence visible de cette dégringolade se manifeste dans des villes inondées de pauvreté et de dénuement. Dans des métropoles aussi vastes que Shanghai, Chengdu ou Pékin, la nouvelle dureté de la vie s'impose chaque jour davantage. Lorsqu'arrive la nuit, des images déchirantes apparaissent. Des dizaines, voire des centaines de personnes sans domicile, cherchant un abri dans l'obscurité grandissante. Des migrants, des jeunes diplômés tout juste sortis des universités, des anciens employés d'immeubles de bureaux abandonnés, tous cherchent un refuge précaire. Certains dorment sous les ponts, d'autres fouillent dans les poubelles, espérant trouver de quoi manger, ou tentent de suivre en direct, par des retransmissions depuis la rue, leur lutte pour la survie. Au début de cette année, le nombre de travailleurs migrants dans le pays atteignait presque 300 millions, un chiffre qui témoigne de l'ampleur du phénomène. La majorité de ces personnes n'ont pas de statut officiel dans les villes où elles résident, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas bénéficier d'un logement, de soins médicaux ou d'aide sociale. Dans un contexte marqué par la hausse constante du coût de la vie et par des centaines de milliers de suppressions d'emplois, la situation devient de plus en plus critique. La majorité d'entre eux vivent dans une précarité extrême, dans des conditions où la survie quotidienne est une lutte incessante. Des évaluations indépendantes estiment que plus de 2 600 000 personnes se trouvent dans des conditions d'extrême vulnérabilité ou sont complètement sans abri. Ces populations se concentrent principalement dans des zones métropolitaines comme Pékin ou Shenzhen, où la ville autrefois renommée pour sa prospérité et son dynamisme est devenue un paysage de tentes dressées le long des trottoirs, à proximité d'immeubles de grande hauteur désormais vides ou en ruine. Ces bâtiments, qui étaient autrefois des symboles. Au bord de la route, une silhouette espère encore un peu d'attention, s'endort doucement,
espérant de petits dons qui pourraient soulager sa fatigue ou sa faim. Non loin, un individu parcourt silencieusement les trottoirs, ramassant des bouteilles en plastique et quelques morceaux de carton abandonnés sous des enseignes lumineuses au néon criard. Il passe entre les vitrines sans un bruit, comme un spectre invisible, se promettant parfois que, peut-être, cette collecte lui apportera un peu de prospérité, aussi fragile soit-elle. Autour de lui, des tentes improvisées servent de refuge à ceux qui n'ont plus d'autre choix, tandis que les trottoirs restent constamment occupés par des corps fatigués, des regards vides, des histoires sans fin. Personne désormais ne prête plus attention à cette scène de détresse, habitué à la voir défiler sans y porter la moindre charge émotionnelle. Un peu plus loin, près du centre commercial, quelqu'un termine sa nuit, une lanterne vacillante à la main, dont la lumière tremblante diffuse une lueur fragile dans l'obscurité. Son regard fatigué, à peine capable de se fixer, traduit la lassitude et l'épuisement d'un estomac vide, d'un esprit usé par la lutte quotidienne pour survivre. Pourtant, la ville ne se retourne pas. La machine urbaine continue son rythme effréné, imperturbable, et ceux qui vivent dans ces interstices aussi. La vie poursuit son cours, indifférente, comme si ces scènes de misère n'étaient que le bruit de fond d'un quotidien qu'on ne veut plus entendre. Numéro 2, le chômage de masse. La situation ne cesse de se détériorer, en particulier en Chine, où le chômage des jeunes ne se limite plus à un phénomène temporaire ou passager. Il devient, au contraire, une caractéristique persistante, une marque indélébile sur toute une génération. Au mois de juin 2025, le taux de chômage chez les jeunes âgés de 16 à 24 ans, hors étudiants, atteignait déjà 14,5%, un chiffre qui frôlait presque le triple de l'objectif fixé par les autorités. Ce taux alarmant ne tenait pas compte de ceux qui, ayant abandonné toute recherche d'emploi, avaient disparu du radar statistique. Au début de cette même année, le Conseil d'État chinois avait annoncé un ensemble de mesures à court terme destinées à atténuer cette crise. Parmi elles, figuraient des allègements fiscaux pour les petites entreprises, une indemnisation partielle des cotisations à l'assurance chômage, ainsi que le report de certaines contributions sociales. Sur le papier, ces mesures apparaissaient rapides à mettre en œuvre, prometteuses même. Pourtant, dans la réalité du marché du travail, la situation demeurait difficile, en particulier pour la jeunesse fraîchement diplômée. L'été avait été marqué par une explosion du nombre d'inscriptions de jeunes diplômés à la recherche d'un emploi. Plus de 12 millions de jeunes universitaires avaient déposé leur candidature, ce qui constituait le plus grand afflux annuel jamais enregistré dans l'histoire du pays. Parmi eux, une jeune fille de 23 ans, nommée Umoli, originaire de Chongqing, avait décidé de tenter sa chance à Shenzhen, espérant y trouver de meilleures opportunités. Cela faisait déjà 4 mois qu'elle envoyait des lettres de candidature sans obtenir la moindre réponse positive. Son CV, pourtant soigné, semblait se perdre dans une mer de dossiers similaires, tandis que chaque semaine apportait son lot de nouvelles offres d'emploi, souvent suivies de refus silencieux ou d'un silence pesant. Ce qui aurait dû être une étape joyeuse et pleine d'espoir vers l'âge adulte, s'était transformé en une quête épuisante de stabilité, où chaque candidature semblait se heurter à un mur d'indifférence. Les responsables gouvernementaux continuaient d'évoquer le potentiel des nouvelles industries, énergie propre, intelligence artificielle, véhicules électriques, drones ou encore produits biopharmaceutiques. Selon leurs prévisions, ces secteurs devraient y générer plus de 12 millions d'emplois d'ici à la fin de l'année suivante. Pourtant, en pratique, la réalité était tout autre. La majorité de ces postes exigeaient des compétences spécialisées très pointues, et le processus d'embauche s'avérait bien plus lent que prévu. Beaucoup de jeunes diplômés se heurtaient à une pénurie de connaissances techniques, ou tout simplement à l'absence de réseau ou de connexion leur permettant d'accéder à ces offres. Pendant ce temps, les industries traditionnelles, telles que la fabrication,
l'électronique grand public ou encore certains secteurs de la vente et du service, continua. Dans un contexte économique marqué par un marché en pleine contraction, un nombre croissant de jeunes se tournent avec insistance vers le travail indépendant, souvent par nécessité plutôt que par choix. Certains d'entre eux livrent des repas à moto, enchaînant des journées de 10 à 12 heures, souvent sans bénéficier d'assurance ni de garantie sociale, naviguant dans un univers où la stabilité semble leur échapper. D'autres diffusent en continu leur quotidien, espérant recueillir quelques conseils ou aides financières via les plateformes numériques, afin de couvrir leurs dépenses essentielles telles que la nourriture ou le loyer. Une part importante de cette génération se trouve aujourd'hui à errer dans un labyrinthe d'expériences précaires, oscillant entre stages sans avenir certain, contrats temporaires à durée limitée et longues périodes d'attente durant lesquelles aucune rémunération ne leur est versée. La précarité devient ainsi la norme pour beaucoup, dans un contexte où la sécurité de l'emploi n'est plus garantie. Ce qui constitue une profonde mutation, c'est l'effondrement complet du modèle économique traditionnel qui avait jusqu'ici soutenu la croissance du pays. Pendant plusieurs décennies, la prospérité de la Chine reposait essentiellement sur 3 piliers fondamentaux: le secteur de la construction, la production industrielle et un marché immobilier caractérisé par des prix bas. Ces éléments ne représentaient pas seulement la base d'un développement économique rapide et soutenu, mais aussi un moteur puissant sur la scène mondiale. Cependant, cette architecture s'effrite désormais de façon progressive, à commencer par le secteur de la construction, où l'intérêt pour le logement diminue de manière sensible. Au premier semestre de l'année 2025, les investissements dans l'immobilier ont chuté d'au moins 11%, et le nombre de nouveaux projets de construction a diminué d'environ 1/5. Ces chiffres traduisent une prudence extrême de la part des développeurs, ou tout simplement leur épuisement face à des ressources financières qui s'amenuisent. Le marché immobilier, jadis considéré comme un refuge sûr pour le capital, fait face à une crise sans précédent, suscitant des inquiétudes croissantes. De grandes entreprises telles que Evergrande et Country Garden se trouvent désormais en difficulté financière majeure, certaines d'entre elles ayant déjà déclaré faillite. Ces cas ne sont pas isolés, mais symptomatiques d'un problème plus profond qui est souvent décrit comme la plus grave crise immobilière que la Chine ait connue dans son histoire. Dans plusieurs provinces, le marché secondaire du logement est pratiquement gelé. Les appartements restent vacants, tandis que les quartiers résidentiels autrefois vibrants donnent désormais une impression de vide et de stagnation. La confiance du public dans le marché immobilier diminue rapidement, alimentant un climat d'incertitude et de méfiance. Pendant des années, posséder une maison était synonyme de stabilité et de réussite, mais cette foi collective s'effrite peu à peu, laissant place à un sentiment d'insécurité. Parallèlement, la confiance des consommateurs, qui avait autrefois été un moteur essentiel de la croissance économique, s'érode également. La Chine, qui s'était longtemps présentée comme un centre de production à faible coût, voit désormais ses avantages concurrencés par d'autres pays. La hausse des salaires et les conflits commerciaux en cours obligent de nombreuses entreprises étrangères à transférer leur production vers des marchés plus sûrs. Entre 2012 et 2023, le nombre d'entreprises étrangères opérant dans le secteur immobilier a été réduit de plus de la moitié, reflet d'une prudence accrue des investisseurs mondiaux, désormais attirés par des marchés offrant plus de stabilité et de transparence. Dans des industries clés telles que la sidérurgie, la fabrication de ciment ou encore l'énergie solaire, la situation est tout aussi critique, avec une capacité excédentaire qui ne cesse de croître. Les prix à la production ont chuté depuis 33 mois consécutifs. Une tendance qui témoigne d'un affaiblissement marqué de la demande intérieure et d'une pression déflationniste croissante, annonciatrice d'un ralentissement profond de l'économie nationale. Les prévisions économiques officielles restent inchangées, tablant sur une croissance d'environ 5%
pour l'année 2025. Cependant, nombreux sont ceux qui soulignent que cet indicateur repose principalement sur les dépenses publiques et des investissements techniques, plutôt que sur une véritable expansion du marché intérieur ou une croissance soutenue de l'économie réelle. La Chine, loin de s'effondrer, continue de fonctionner, montrant à bien des égards une résilience remarquable. Pourtant, derrière cette apparente stabilité extérieure, se dissimulent des moteurs de croissance qui se sont momentanément arrêtés, laissant entrevoir des défis importants. La question n'est plus tant de savoir si cette croissance sera rapide ou lente, mais plutôt de s'interroger sur sa durabilité à long terme et sur la nécessité d'engager des transformations profondes pour progresser véritablement. Sur le plan socio-économique, les effets de cette situation se font également sentir dans la sphère psychologique et sociale. Un changement discret mais profond est en train de se produire dans les dynamiques urbaines. Une nouvelle classe sociale émergente, composée de jeunes adultes confrontés à la précarité, voit le jour dans les grandes villes chinoises. Ces jeunes, dépourvus d'emplois stables, de logements adéquats ou de couverture sociale, forment une sous-catégorie qui, dans des métropoles comme Shenzhen, Chongqing ou Xi'an, commence à se faire remarquer. On observe désormais dans ces agglomérations des diplômés récents, souvent contraints de dormir sous les ponts, ou de faire la queue pour recevoir des repas gratuits, ou participer à des diffusions en direct, afin de gagner au moins de quoi dîner. Certains vivent dans des cybercafés, d'autres improvisent des abris dans des tentes installées près des stations de métro. Selon une étude menée à la mi-année, près d'un 12e des jeunes citadins vivent dans des conditions instables, sans revenus fixes ni garantie sociale. Ce qui autrefois était considéré comme une étape joyeuse, la saison des diplômes, est désormais assombrie par une anxiété croissante. Sur plus de 12 millions de nouveaux diplômés cette année, une part importante reste sans emploi, même durant la période estivale. Les panneaux d'affichage saturés, la rareté des entretiens d'embauche et le silence pesant des recruteurs deviennent des symptômes d'un marché du travail en difficulté. Pour beaucoup de jeunes, le silence en réponse aux candidatures est une douleur plus grande que tout rejet explicite. Les sondages récents sur la santé mentale révèlent que nombre d'entre eux souffrent de dépression et d'anxiété chronique exacerbées par cette incertitude et cette précarité grandissante. Parallèlement à ces difficultés sociales, la nature même des problèmes de sécurité et de criminalité évolue. Les incidents dans les dortoirs, les conflits avec des livreurs ou encore les offres d'emploi frauduleuses se multiplient. Dans plusieurs provinces, notamment Jiangsu et Guangdong, les autorités policières ont découvert plusieurs cas où des personnes étaient attirées dans des formations soi-disant professionnelles qui se révélaient être de véritables usines clandestines. Certains de ces travailleurs, après avoir été recrutés, se retrouvent détenus sans salaire pendant plusieurs semaines ou entraînés dans des spirales d'endettement et de servitude, en travaillant durement dans des installations fictives contre des commissions fictives. Les migrants en provenance des zones rurales sont particulièrement vulnérables. Privés d'inscription officielle dans la ville, ils se trouvent exclus de l'accès aux soins, au logement ou aux services publics liés à l'emploi. Face à ces obstacles, certains se tournent vers des applications parallèles, acceptant de travailler dans la restauration ou de monter des composants électroniques sans contrat ni assurance. D'autres finissent impliqués dans des activités plus risquées, comme la prostitution clandestine ou la fraude en ligne. D'ici la moitié de l'année 2025, les études indiquent que plus de la moitié des travailleurs informels en Chine ne bénéficient toujours pas de régime de retraite, et beaucoup d'entre eux n'ont pas d'assurance maladie, laissant une grande partie de cette population dans une vulnérabilité accrue. Malgré la simplicité apparente de la médecine, dans la réalité quotidienne, elle demeure une aventure complexe autant qu'inaccessible pour beaucoup. Les migrants, les travailleurs œuvrant dans l'informalité, ceux que la bureaucratie écrase par ses démarches interminables et ses coûts exorbitants, voient leur accès aux soins devenir une épreuve, une montagne infranchissable.
Ce qui relie toutes ces histoires, au-delà des différences apparentes, ce n'est pas tant une question de politique ou d'idéologie, mais une lutte incessante pour la survie, pour continuer à respirer malgré les obstacles. Entre la silhouette imposante de gratte-ciel modernes et les passages souvent bondés de quartiers populaires, toute une génération grandit, façonnée par ces contradictions. Leurs rêves, eux, ne se sont pas évanouis. Ils ont simplement été mis en suspens, déformés par la fatigue accumulée et l'incertitude qui pèse lourdement sur leur épaule. Ces rêves, pourtant, ne sont pas morts. Ils se tiennent là, comme une promesse à peine discernable dans le brouillard de la réalité quotidienne. En 5e position dans cette chronique se trouve la question des dettes, qui semble étouffer toute une population. Les ménages chinois, accablés par des prêts hypothécaires, ressentent chaque jour la pression d'un fardeau qui ne cesse de s'alourdir, comme une pierre qu'on traîne sans fin. En juillet 2025, au cœur de l'été, alors que les données officielles évoquent une saison des pluies qui aurait freiné la croissance économique, un autre tableau se dessinait en coulisses. Celui d'une économie qui tourne à plein régime, avec une croissance de plus de 5% au 2e trimestre, alimentée par les exportations florissantes et les subventions du gouvernement. Sur le papier, tout semblait fonctionner à merveille. Une machine économique sans défaillance apparente. Mais derrière cette façade brillante, une autre réalité s'insinuait, celle d'un effondrement silencieux, dissimulé sous une montagne de dettes personnelles, une spirale sans fin qui alourdit chaque foyer. Partout, dans le pays, le rêve d'être propriétaire d'un logement s'est transformé en un cauchemar, un poids insupportable. 2/3 de la dette des ménages est désormais constituée de prêts hypothécaires, une situation qui, pour beaucoup, ne correspond pas à la vision du logement comme foyer ou investissement. Ces appartements, souvent bétonnés sans âme, ne rappellent plus la stabilité espérée, mais plutôt la perte d'un futur rassurant. Dans les grandes métropoles, cette crise immobilière se manifeste par une chute des prix. Certains immeubles, jadis construits avec espoir, restent inachevés, d'autres sont devenus presque sans valeur, des coquilles vides dans un paysage urbain en mutation. Les familles continuent de rembourser, mois après mois, des prêts immobiliers qu'elles ne peuvent ni habiter ni vendre, comme si elles portaient un fardeau invisible, un poids qu'elles ne peuvent plus soulever. Frank Huang, un jeune enseignant de 28 ans originaire de Chengdu, dans la région du Guangxi, en sait quelque chose. Cela fait plusieurs mois qu'il ne perçoit pas de salaire. « Je tiens bon », confie-t-il doucement, vivant dans l'attente d'un soutien extérieur, de ses parents âgés qui tentent de l'aider. « J'ai peur de tout arrêter », ajoute-t-il, la voix voilée par la fatigue et la résignation. « Si je m'étais marié, si j'avais contracté un prêt immobilier, acheté une voiture ou eu un enfant, la pression aurait été trop forte à supporter. » La lutte de Frank n'est pas isolée. Les statistiques montrent que depuis le début des années 2000, la dette des ménages chinois a explosé, passant d'un peu plus de 10% du produit intérieur brut à plus de 60% à la mi-année 2025. Un niveau qui, à première vue, rapproche la Chine de certains des pays les plus riches du monde, mais sans le filet de sécurité sociale qui y accompagne habituellement cette richesse. Par ailleurs, le travail devient de plus en plus précaire. Les enseignants, les fonctionnaires ou encore les ouvriers d'usine voient leur salaire retardé ou réduit, tandis que de nombreux jeunes spécialistes se voient contraints d'accepter des emplois à temps partiel, des missions de tutorat, des livraisons de nourriture ou la vente de biens d'occasion, tout cela pour pouvoir continuer à honorer leurs dettes hypothécaires. La vie s'est transformée en une sorte de jonglerie constante, sans fin ni répit, où chaque jour devient un défi à relever. Leur demeure, jadis témoins silencieux d'histoires familiales et de rêves d'avenir, se dressent aujourd'hui comme des monuments figés dans le temps, témoins muets du passage d'une époque à une autre. Ces maisons, qui autrefois symbolisaient la stabilité et la prospérité, ont été reléguées à des vestiges, n'étant plus que des témoins du devoir plutôt que de l'orgueil. Là où Nadejda vivait autrefois,
dans un coin de la ville où l'on pouvait encore percevoir la vie quotidienne, il ne reste plus que le silence pesant et le poids d'un avenir qui continue de s'évaporer, s'éloignant inexorablement vers l'horizon lointain. La maison numéro 6, jadis symbole d'un rêve modeste mais assurément tangible, semble désormais évoquer une société en déclin, une classe moyenne qui se désintègre peu à peu, comme un château de cartes sous la pression des vents du changement. Autrefois, cette classe moyenne avait été le moteur d'une reprise économique spectaculaire, un moteur puissant alimenté par l'ambition, la consommation et la confiance en des lendemains meilleurs. Elle incarnait la fierté collective, la promesse d'un avenir radieux où chaque famille pouvait acheter une maison, investir dans l'éducation de ses enfants, partir en voyage à l'étranger et croire sincèrement que le progrès continuerait de s'accroître. Entre 2000 et 2020, plus de 400 millions de personnes ont quitté leurs origines modestes pour s'élever grâce à cette vision, devenant le nouveau pilier de la Chine moderne. Leur foi en la croissance s'était inscrite dans leur quotidien, et leur espoir de voir un jour un avenir meilleur semblait inébranlable. Mais à partir de juillet 2025, ce rêve s'est brusquement effrité, comme emporté par une tempête imprévisible. La confiance, autrefois ferme, s'est transformée en une illusion fragile, bâtie non pas sur des bases solides, mais sur la spéculation immobilière, l'endettement massif et une croissance qui dépassait de loin la stabilité économique. La construction effervescente, qui avait façonné des quartiers entiers, n'était plus qu'un mirage, un édifice vulnérable aux secousses du marché. Les fissures sont devenues visibles à l'œil nu, révélant une vulnérabilité jusque-là dissimulée. Plus de 70% de la richesse familiale était désormais immobilisée dans l'immobilier, une valeur figée, incapable de soutenir la moindre tempête financière. Dans des villes comme Chengdu ou Qijiazhuang, il n'était pas rare de croiser des familles possédant 2 ou 3 appartements, vestiges d'un passé où l'investissement immobilier semblait être le seul refuge fiable. Certains de ces immeubles n'étaient même pas encore achevés, d'autres restaient des carcasses inachevées, abandonnées à moitié, comme autant de témoins d'une expansion démesurée. Les retraités, ayant dépensé leur économie pour acquérir ces logements, voyaient aujourd'hui leur investissement devenir des boîtes de béton vides, des coquilles silencieuses où le temps semblait s'être arrêté. Les paiements hypothécaires continuaient de s'accumuler, mais la valeur de ces biens s'était effondrée, emportée par la tourmente financière. Depuis 2020, le gouvernement chinois, soucieux de contrôler les risques financiers, avait mis en place des politiques strictes, notamment la fameuse règle des 3 lignes rouges qui visait à limiter l'endettement des promoteurs immobiliers. Mais cette régulation, loin d'apporter la stabilité, provoqua une réaction en chaîne désastreuse. L'effondrement d'Evergrande, chargé de dettes dépassant 300 milliards de dollars, devint le symbole d'un effondrement à grande échelle. Une faillite qui secoua tout le secteur immobilier et révéla la fragilité du système. Des milliers de familles se retrouvèrent abandonnées, leurs projets de construction suspendus ou abandonnés, leurs économies évaporées en un instant. La chute du marché immobilier entraîna une baisse drastique des dépenses de détail qui diminua de manière significative. Les ventes dans les grandes villes chutèrent de plus d'un 15e et plus de 60% des familles de la classe moyenne reportèrent leurs achats importants. Automobiles, vacances, appareils électroménagers et même dépenses quotidiennes. La peur remplaça l'ambition et l'incertitude économique incita à la prudence, voire à la rétraction. Les petites entreprises fermaient leurs portes, les restaurants se vidaient, et les marques de luxe, ainsi que les concessionnaires automobiles, voyaient. Ce qui frappe le plus dans cette situation, c'est l'absence totale d'action concrète de la part de ceux qui détiennent le pouvoir. Ils préfèrent que leurs propres enfants portent eux-mêmes le fardeau, que ce soit au niveau social ou économique, plutôt que d'intervenir pour changer la donne. La 7e constatation réside dans la réaction des autorités face à la crise, qui se limite à une négation systématique,
à un déni obstiné de la réalité. Le matin du 20 juillet 2025, l'État, à travers ses médias officiels, lance une mise en scène soigneusement orchestrée pour masquer la gravité de la situation. Les images diffusées montrent d'immenses champs de blé doré, filmés depuis des drones, accompagnés d'une musique entraînante qui promet un avenir prometteur et une renaissance pour le village. Le présentateur, arborant un sourire confiant, annonce que le pays avance avec assurance vers un renouveau agricole et industriel. Il affirme que la production dans les usines connaît une augmentation, que les start-up œuvrant dans les technologies écologiques recrutent déjà des milliers de nouveaux employés et que des villages entiers, regroupés en coopératives, exportent leurs fruits vers des marchés lointains. Cependant, derrière cette façade de prospérité, la réalité demeure tout autre. Sur le terrain, les jeunes diplômés universitaires continuent de chercher désespérément un emploi, sans succès, tandis que de nombreux immeubles résidentiels restent inachevés, leurs tours closes et vides comme des témoins silencieux de projets abandonnés. Le dernier rapport mensuel d'automne sur le chômage des jeunes, qui aurait dû faire la lumière sur cette crise, a disparu des publications officielles. Les fonctionnaires prétendent que les données ont été soumises à un contrôle rigoureux, mais personne ne publie de chiffres nouveaux. Les chercheurs indépendants, eux, publient leurs analyses sur des forums internes, mais leurs messages sont rapidement censurés avant même d'atteindre le public. Sur les réseaux, on peut voir des vidéos où des propriétaires d'hypothèques protestent localement, leur voix étouffée par la rapidité avec laquelle les administrations disparaissent, comme effacées en quelques minutes. En lieu et place, apparaissent des clips patriotiques, des chansons exaltant la fierté nationale, des slogans sur la confiance et l'avenir radieux, affichés dans le métro ou dans les zones de rénovation urbaine. Des haut-parleurs diffusent en permanence des messages encourageant les citoyens à dépenser leur argent, à croire encore en la récupération économique. Dans les centres de production locale, les journalistes organisent des reportages dans des foires rurales où sont filmées avec soin des scènes de récolte et de travail acharné, en interviewant des personnes triées sur le volet. Mais, malgré cette mise en scène de vitalité, l'aide réelle se fait rare. Certaines villes tentent de distribuer des coupons de consommation d'une valeur de plusieurs centaines de yuans par famille, tentant de stimuler un peu l'économie locale. Quelques banques baissent leur taux d'intérêt, mais uniquement pour des clients dont le dossier de crédit est irréprochable, laissant de côté ceux qui peinent à s'en sortir. La restructuration hypothécaire à grande échelle, autrefois envisagée comme un remède, est désormais abandonnée, car le gouvernement craint d'encourager un comportement risqué. Des propositions visant à élargir les aides sociales restent sans suite, bloquées dans des comités où le chômage continue de s'enliser. Les familles, lourdement endettées ou en attente de salaires qui ne viennent pas, espèrent en vain des solutions qui ne leur parviennent jamais. Entre les grands titres qui promettent un avenir radieux et la réalité quotidienne, plus sombre, tout semble se dissoudre dans un silence pesant. La majorité de la population vit dans une illusion soigneusement entretenue, dans une image d'optimisme façonnée par la propagande officielle. En même temps, une autre partie du pays lutte chaque jour pour sa survie, guidée par la force de l'esprit et la résilience silencieuse de ceux qui refusent de se laisser briser. Plus la distance s'allonge entre les promesses et la réalité, plus la foi dans ces promesses s'effrite, non seulement face aux chiffres officiels et aux slogans qui saturent l'espace public, mais aussi dans la conviction profonde que le travail honnête et l'intégrité finiront par être récompensés un jour. La désillusion s'insinue insidieusement, comme une brise glaciale qui pénètre jusqu'aux os de la société. La 8e crise, celle de la confiance, s'étend comme une ombre pesante, apportant avec elle une instabilité profonde et durable. Pourquoi donc continuer à se marier avec des hypocrites, se demandent certains, lorsque la sincérité semble si rare qu'elle en devient presque un luxe inaccessible? Ce questionnement ne se limite pas aux cercles familiaux ou aux discours politiques.
il s'étend également au campus universitaire, où l'on observe une désillusion croissante. En juillet de l'année précédente, le nombre de mariages enregistrés dans le pays ne dépassait pas la barre des 6 100 000, marquant une chute vertigineuse par rapport à près de 7 700 000 l'année précédente. Ce chiffre constitue le plus bas depuis l'année 1986 et il est inférieur de plus de la moitié au record atteint en 2013. Selon le ministère des Affaires civiles, avec une population qui dépasse 1,4 milliard d'habitants, cette baisse du nombre de mariages devient une véritable énigme pour les autorités. Elles cherchent désespérément à inverser cette tendance, tentant de freiner une chute rapide du taux de natalité qui menace la stabilité démographique. Traditionnellement, pour qu'un nouveau-né soit officiellement enregistré, il faut qu'il possède un certificat de naissance, et pour les couples, une déclaration de mariage. Cependant, dans plusieurs régions, ces exigences ont déjà été assouplies, permettant aux familles monoparentales ou aux couples non enregistrés de bénéficier des mêmes droits sociaux que ceux des familles officiellement reconnues par l'État. Cette évolution, motivée par la nécessité de faire face à la dépopulation, témoigne de la difficulté croissante à encourager la formation de nouvelles unions. Les jeunes, notamment ceux qui ont achevé leurs études universitaires, reportent de plus en plus leur mariage. Autrefois rêvant d'appartenir à la classe moyenne, ces diplômés voient aujourd'hui leurs ambitions contrariées par la stagnation économique. En effet, au cours des 3 dernières années, les salaires moyens dans les grandes villes ont à peine augmenté, tandis que les prix de la location pour les jeunes actifs ont connu une croissance constante, trimestre après trimestre. Aujourd'hui, dans les zones urbaines clés où le revenu moyen dépasse de plus de 10 fois le prix moyen d'un logement, acheter un appartement apparaît aussi lointain qu'un voyage vers Mars pour ces jeunes. Leur épargne, déjà largement mobilisée pour rembourser les prêts étudiants ou pour financer les soins à apporter à leurs parents âgés, ne leur laisse guère de possibilités pour financer un mariage ou organiser des fêtes pour leur enfant. Les inégalités sociales ne cessent de s'accroître, engendrant une fatigue généralisée, presque palpable dans chaque aspect de la vie quotidienne. Dans un centre commercial huppé de Pékin, un spectacle éclatant met en scène de nouvelles voitures électriques sportives, symboles de luxe et de modernité. Pourtant, à seulement 2 arrêts de métro, des magasins ouverts 24 heures sur 24 se métamorphosent en refuge provisoire pour les livreurs qui doivent dormir en déplacement entre 2 livraisons épuisés par la cadence infernale. Selon les données du ministère des Finances, 10% des ménages les plus riches contrôlent plus de 70% des actifs liquides, laissant la moitié inférieure de la population avec moins de 5% de ses ressources. Ces chiffres, silencieusement discutés par les économistes, mais rarement évoqués dans les journaux télévisés du soir, dévoilent une fracture sociale profonde. Une confiance qui était autrefois presque imperceptible, capable de maintenir l'unité de la société, commence à se fissurer. Une enquête nationale, menée à distance mais relayée par des captures d'écran, révèle que plus de 60% des jeunes de moins de 30 ans interrogés n'attendent plus d'amélioration de leur situation financière à mi-parcours de leur vie. La moitié d'entre eux doutent même de la capacité de leurs enfants à réaliser davantage en Chine. Ces inquiétudes, perceptibles dans les commentaires en ligne, traduisent une humeur générale où l'espoir s'amenuise et où la confiance dans l'avenir s'effrite inexorablement. Le mariage, un rêve coûteux qui semble s'éloigner de plus en plus pour beaucoup. Certains murmurent que rester seul, en évitant les responsabilités et les dépenses qu'il entraîne, paraît souvent plus simple, plus pratique, voire plus satisfaisant. D'autres, en toute honnêteté, admettent que la vie quotidienne, déjà si épuisante, ne leur laisse guère le loisir de penser à faire le grand saut dans cette union. Pourtant, dans le silence des cafés où l'on s'abandonne à ses réflexions, sous l'éclat froid des lumières du métro qui illumine la nuit sans jamais s'arrêter, l'horizon continue de briller dans l'obscurité ambiante. La Chine moderne,
fragile comme un équilibre précaire posé sur une fine ligne de crête, se trouve à un tournant décisif. Les chiffres officiels vantent une croissance économique supérieure à 5%, un signe d'espoir et de prospérité apparente. Cependant, derrière ces statistiques flatteuses, la réalité des ménages demeure bien plus sombre. Ils sont écrasés par le poids des prêts hypothécaires, leur quotidien marqué par des efforts incessants pour joindre les deux bouts. La jeunesse, confrontée à un taux de chômage alarmant, voit ses rêves d'avenir s'assombrir, se disperser dans le brouillard de l'incertitude. La classe moyenne, jadis optimiste, semble désormais réfractaire à l'idée de bâtir des projets ambitieux, préférant renoncer à des ambitions qui paraissaient si accessibles il n'y a pas si longtemps. Les femmes, souvent contraintes de travailler comme messagères ou dans d'autres emplois précaires, se battent pour survivre dans un contexte où chaque jour compte. Les immenses gratte-ciel inachevés, témoins silencieux de cette frénésie de construction, semblent absorber à la fois la poussière et l'espoir d'un lendemain meilleur. Pourtant, dans cette atmosphère incertaine, un soupçon d'espoir subsiste, distribué avec parcimonie, comme un précieux carburant rare, destiné à alimenter la volonté collective. Des slogans sur la renaissance des villages, déployés sur les chaînes de télévision d'État, tentent d'insuffler une nouvelle dynamique, de raviver la fierté locale. Mais il suffit de parcourir Internet pour constater que la réalité est tout autre. Des diplômés en quête d'emploi se montrent dans des appartements exigus, des parents reportant la naissance de leur enfant et des ouvriers épuisés pédalent sans relâche toute la nuit pour une poignée de yuans. La question n'est plus de savoir si les tensions vont continuer à monter, ni combien de temps encore la foi collective pourra tenir face à cette pression constante, avant que tout ne s'effondre peut-être finalement. J'espère que cette vidéo vous a plu aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des nouveautés et des vidéos passionnantes que nous vous préparons. Votre soutien nous est précieux, car il nous permet de continuer à créer du contenu toujours plus captivant. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran, car je suis certain qu'elle vous plaira et vous captivera. Enfin, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous indiquer le pays que vous souhaitez explorer lors de nos prochaines aventures. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous suivre et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.